Fred Sad is professor and chief of urology and director of the GU Oncology at the University of Montreal Hospital Centers, the CHUM. He's director of clinical cancer research at the CHUM Research Center. And I'm trying again to cut down his bio because they have too long bios, these guys. I could be up here reading their bios all night. Between 2007 and 2013, he served as the chair of the National Cancer Institute of Canada GU Group and the Canadian Urologic Oncology Group. He has over 40 clinical and basic research projects ongoing. He's also a member of BCC's Medical Advisory Board. Dr. Sad. Thank you very much, and it's really a great initiative that Bladder Cancer Canada came to be a few years ago, because in prostate cancer we've had support groups for many years, and I think it's been extremely helpful for men to be aware of prostate cancer, so I'm very proud to be part of this initiative of informing men about bladder cancer and women about bladder cancer, because it really is one of the most prevalent diseases that we have. And just as an example, today I was in the operating room and I operated 1 prostate cancer and 4 bladder cancer. So just to give you an idea, even though I spend most of my time in prostate cancer, actually bladder cancer is probably what we see the most in the clinic, because they're not only diagnosed once, they come back often, and that's what I'll discuss in the next few slides. So Dr. Kassouf made an excellent introduction, and I'll just highlight some of the things, and I'll switch to French out of respect for those that speak more French, and the slides are in English, and we have a tradition in Quebec ever since I was in charge of education for the urology, that when we speak in English, slides are in French, and when we speak in French, slides are in English. So, je vais changer pour le français, parce que je suis marié à une Québécoise avec 4 enfants, et on parle en français à la maison et à l'hôpital. Et ça me ferait plaisir, it'll be a pleasure to answer questions in English, and I can go back and forth, and sometimes you have to remind me dans quelle langue je parle, parce que je passe d'un à l'autre assez souvent. Alors, le cancer de la vessie superficielle ou qui n'envahit pas le muscle, je vais reviser ce qu'on devrait savoir comme patient et comme famille. Alors, prochaine diapo. Alors, l'anatomie, Dr. Kassouf vous a parlé de l'anatomie. Alors, il ne faut pas oublier que les femmes aussi ont une vessie, et il se trouve juste en avant de l'utérus et du vagin. Chez la femme, alors le vagin va s'interposer entre la vessie et le rectum. Et chez l'homme, il est juste avant la prostate. Prochaine diapo. Alors, le cancer de la vessie est une excroissance anormale de cellules à l'intérieur de la vessie. C'est juste ça que ça veut dire, un cancer de la vessie. C'est des cellules anormales qui vont grossir et qui vont donner des genres de polypes ou des lésions. Et je vais vous montrer des photos. 75 à 80% des hommes et des femmes qui sont diagnostiqués avec un cancer de la vessie sont superficiels. Ça veut dire qu'ils n'envahissent pas le muscle. 20 à 25% envahissent le muscle ou sont déjà répandus ailleurs dans le corps. La plupart des cancers non infiltrants ou superficiels sont traitables, guérissables, et on peut essayer de réduire les risques que ça récidive. Prochaine diapo. Facteur de risque, Dr. Kassouf a parlé de ça. La cigarette est le facteur de risque numéro 1 pour le cancer de la vessie. Il y a aussi des industries de teinture, de colorants. Même les gens qui travaillent comme coiffeuses ou coiffeurs sont plus à risque. La chimiothérapie, certaines chimiothérapies, surtout la cyclophosphamide, mais chose importante, quelqu'un qui a déjà eu de la radiothérapie va avoir 8 fois plus de chances de faire un cancer de la vessie s'il y a eu de la radiothérapie au niveau du petit bassin. Cancer de la prostate, cancer de l'utérus, cancer du col, qui ont eu de la radiothérapie, c'est quand même des traitements très importants pour le cancer, mais le risque, c'est au niveau de la vessie. Et c'est pour ça qu'on ne va jamais négliger quelqu'un qui a du sang dans les urines, même s'ils ont eu de la radiothérapie. La plupart du temps, c'est juste à cause de la radiothérapie, mais il faut être certain qu'il n'y a pas de cancer de la vessie. Les symptômes, souvent, c'est juste le sang dans les urines, mais des fois, les patients peuvent se plaindre d'uriner souvent, de la douleur, de l'urgence, mais souvent, ça, c'est associé à une infection et pas nécessairement le cancer. Pour faire le diagnostic, on peut utiliser des échographies, des scans, surtout pour les reins, mais des fois, dans la vessie, on peut voir la lésion. L'analyse d'urine pour montrer que vraiment, ce qu'on voit qui est rouge est vraiment du sang.
et la cytologie, la culture, pour être sûr qu'il n'y ait pas d'infection. Prochaine diapo. À l'échographie, à gauche, ça peut avoir l'air de ça, une tumeur dans la vessie. Alors, le radiologiste, s'il y a de l'eau ou de l'urine dans la vessie, peut voir des petites excroissances que vous voyez. Vous voyez que c'est tout noir quand on a du liquide dans la vessie. Et quand il y a quelque chose qui n'est pas lisse autour, c'est suspect d'un cancer. Et au niveau du scan, on voit souvent très bien une lésion, une tumeur au niveau de la vessie. Vous voyez la flèche, c'est ça que ça a l'air quand ça atteint la vessie. Prochaine diapo. Ultimement, le diagnostic ou la suspicion d'un diagnostic se fait avec une cystoscopie. De nos jours, ils sont presque toujours flexibles. Alors, ils ne sont pas beaucoup plus gros que le diamètre d'un petit stylo qu'on va introduire dans l'urètre. Chez l'homme, c'est par le pénis. Chez la femme, par l'urètre, et on passe directement dans la vessie. Des fois, ça a l'air plus épeurant que ça l'est. Il y a probablement plusieurs dans la salle qui ont déjà eu des cystoscopies. Mais s'il y a un peu de douceur par l'urologue, ça se fait bien. Pour les femmes, ça se compare beaucoup à un examen gynécologique. C'est surtout ça que les femmes me disent. Ce que ça a l'air, les tumeurs de la vessie, la prochaine diapo. Alors, vous voyez des petits polypes en haut. Vous voyez en haut, c'est des petits polypes. En haut à droite complètement, ça peut avoir l'air d'un carcinome in situ que le docteur Kassouf a mentionné. C'est des tumeurs qui ont l'air des rougeurs. Des fois, on peut se tromper et avoir l'impression que c'est juste une infection. Si quelqu'un se plaint de symptômes et ils ont des lésions comme ça, on va faire des biopsies parce que c'est des cancers qui ont le potentiel de devenir envahissants, comme le docteur Kassouf va mentionner tantôt. Et vous voyez différentes façons qu'on va voir ça à l'imagerie. Et souvent, ce qu'on fait chez nous à la clinique, c'est qu'on montre aux patients, parce que c'est très visuel, c'est immédiat quand on va voir les résultats. Le patient va le suivre avec nous. Ils sont toujours bien réveillés et ils sont heureux de voir. Et si vous ne l'avez jamais vu et que vous êtes suivi, demandez à votre infirmière, ne demandez pas à l'urologue, de changer l'écran pour que vous puissiez voir. Des fois, l'infirmière est tellement gentille qu'elle m'empêche de voir parce que le patient voit mieux que moi et je dois lui demander de me laisser voir un peu. Prochaine diapo. Mais ça, le patient est le centre chez nous, mais des fois, c'est exagéré. Il faut que, quand même, on soit capable de voir. Alors, après qu'on voit quelque chose qui a l'air d'une tumeur, pour faire le diagnostic, il faut qu'on aille gratter dans la vessie. Il faut aller resséquer la tumeur. Alors, ça sert de diagnostic, mais souvent de traitement. Si la tumeur se limite à la vessie, on peut l'enlever au complet. Et c'est ça qu'on va toujours essayer de faire quand c'est possible. Et ça s'appelle un TURBT ou RTU-TV, résection transurétale de tumeur vésicale, et en anglais, Transurethral Resection of Bladder Tumor. Souvent, on va le faire avec une anesthésie rachidienne. Des fois, on va demander à ce que l'anesthésiste endort le patient si on a peur qu'il va avoir des spasmes pendant l'intervention, dépendant d'où se trouve la tumeur. C'est ça que ça a l'air, un résectoscope. Et on va aller resséquer la tumeur et une partie de la base pour voir si ça touche le muscle ou pas. Ça, c'est très important. Prochaine diapo. Alors, c'est ça que ça a l'air comme intervention. Vous voyez schématiquement, on va aller resséquer la tumeur avec un petit couteau électrique qui est comme une demi-lune pour aller resséquer. Et en vraie vie, ça a l'air de ça, une petite anse comme en demi-lune et qu'on va aller resséquer la tumeur jusqu'à ce qu'on arrive à la base. Et ça se fait. Le patient souvent est réveillé, mais il ne sent absolument rien parce que ça serait trop douloureux pour le faire sans anesthésie. Prochaine diapo. Après ça, on dépend beaucoup de notre pathologiste pour nous dire, premièrement, est-ce qu'il y a cancer ou pas? Deuxièmement, à quel point est-ce que ça infiltre? Et de quel grade? Grade 1, c'est des tumeurs qui sont très peu agressifs. C'est plus une nuisance que menaçant. It's more of a nuisance than dangerous. Parce que ça, c'est plutôt comme des polypes, mais on les appelle quand même des cancers, il faut les suivre. Et après ça, on veut savoir jusqu'à quel point ça envahit, et le docteur Kassouf vous a montré. Prochaine diapo. Et quand je disais 75% des patients avaient des tumeurs superficielles, c'est de ça qu'on parle. Des carcinomes in situ, ça veut dire des tumeurs plats, mais qui ont des cellules agressives. Alors, il faut les prendre au sérieux, même si ça ne commence pas à envahir ou même si ce n'est pas gros, parce qu'ils ont le potentiel de devenir agressifs. Et après ça, les TA et T1, dépendant à quelle profondeur ça pénètre la vessie. Et le reste, à partir de T2, quand ça commence à toucher le muscle, c'est vraiment ça le critère
de superficiel et envahissant. Quand ça touche le muscle, tout d'un coup, ça change quasiment de cancer. Ça devient un cancer qui a le potentiel d'aller se répandre ailleurs. It becomes a cancer that can spread. And so we go from something that's a nuisance to something that's serious. Et c'est Dr. Kassouf qui va vous parler des 25% qui, malheureusement, est la cause des décès par cancer de la vessie. Alors, le pronostic, quand on veut dire aux patients c'est quoi les chances de guérison, de survie, de récidive, on va regarder le grade que le pathologiste va nous dire. On va regarder le stade. Si c'est un TA, ça veut dire que c'est juste la muqueuse. La première couche, ça nous inquiète moins que quand ça commence à pénétrer à la deuxième couche. Ce n'est pas encore dans le muscle, mais ça va nous inquiéter plus. On va regarder aussi, est-ce qu'il y a une seule ou est-ce qu'il y en a 10 tumeurs? C'est sûr que s'il y en a 10, c'est 100% de chance que ça va revenir. Quand on dépasse 3, c'est 100% de chance que ça va revenir si on ne fait rien pour prévenir la récidive. Et on va regarder la grosseur. Est-ce que ça mesure un demi-centimètre ou 5 centimètres? Ça aussi, ça va jouer dans notre décision de faire autre chose. Et la présence de carcinome in situ va impliquer qu'on doit absolument ajouter d'autres choses au traitement. On ne peut pas juste resséquer. Alors là, on peut catégoriser des patients. Alors, si vous reconnaissez là-dedans, un patient qui est à faible risque, une tumeur de moins que 3 cm, unique, qui ne va pas plus en profondeur que la première couche. Et à l'autre extrême, quelqu'un qui a une tumeur de haut grade, grade 3, qui commence à envahir en profondeur ou qui a du carcinome in situ. Alors, après ça, on doit décider quoi faire. Alors, si on est inquiet que le patient a des chances d'avoir des rechutes, que ça va revenir, c'est des bas grades, ça n'envahit pas trop, mais il y en a des multiples tumeurs, ou est-ce qu'il est à risque réellement de progresser vers le cancer qui va toucher le muscle et qui pourrait malheureusement se répandre ailleurs dans le corps? Prochaine diapo. Alors, si on a une tumeur, on est craintif qu'il va avoir une rechute, qui va récidiver, que ça va revenir à répétition, eux autres sont souvent des cancers qui ne nous inquiètent pas pour la vie du patient, mais retourner en salle d'opération à tous les 3 mois ou tous les 6 mois, il y a quand même des risques et des inconvénients. Alors, on va faire de quoi pour essayer de minimiser les rechutes avec des traitements qu'on va donner dans la vessie. Les tumeurs qui sont à risque de progression, c'est des tumeurs plus agressifs de haut grade, mais eux autres, on doit absolument donner des traitements pour essayer de réduire les risques que ça progresse en plus de ne pas récidiver. Et ça, c'est le BCG que Dr. Kassouf vous mentionnait tantôt. C'est quoi le BCG? C'est le même vaccin qu'on a utilisé pour la tuberculose qui a été produit pour la vessie. C'est un traitement qui a été découvert par un Canadien qui faisait ses études au NIH et qui a ramené ça et c'est devenu le meilleur traitement qu'on a pour des cancers de haut risque de progression. On le donne à tous les semaines pour 6 semaines et après ça, on pourrait le donner jusqu'à 3 ans de temps après pour réduire les chances de rechute ou de progression. Alors, les tumeurs qui sont à risque de progression, souvent, on va retourner faire d'autres biopsies pour être sûr qu'on a tout enlevé. On doit faire des cystoscopies à répétition. Ces patients-là, qui sont à haut risque, même les faibles risques, mais les faibles risques, on a moins besoin de faire souvent, ont besoin d'être suivis toute leur vie. Parce qu'on a des patients, des fois, qui vont bien pour 5 ou 10 ans, et tout d'un coup, oups, ils commencent à revenir. On va faire des scans occasionnellement pour être sûr, parce que la vessie est la place où ça arrive le plus, mais les urtères à l'intérieur des reins, c'est le même élément que se trouve dans la vessie. Alors, les tumeurs peuvent être ailleurs, le long de l'urtère ou des reins, et il faut de temps en temps vérifier qu'il n'y en a pas ailleurs. Quand on en a dans la vessie, il y a à peu près 5% de chances qu'on peut en avoir dans les reins ou dans les urtères. Si on en a dans les reins ou dans les artères, il y a plus que 50% de chances, tôt ou tard, qu'on va en avoir dans la vessie. Alors, c'est là où on arrive au traitement intravésical pour réduire les chances de récidive et de progression, BCG et mitomycine ou épirubicine qu'on va donner comme chimiothérapie. Alors, il y a de l'immunothérapie et il y a de la chimiothérapie. Alors, le but, c'est de réduire les récidives, essayer d'empêcher à ce que ça progresse vers une maladie plus dangereuse
et d'essayer d'empêcher ou d'enlever des tumeurs qui peuvent être là microscopiquement qu'on ne voit pas avec nos yeux. Prochaine diapo. On doit adapter le traitement par rapport au risque du patient. Alors, si le patient est à faible risque d'un cancer qui va revenir ou progresser, d'habitude, tout ce qu'on va faire, c'est donner une fois de la chimiothérapie tout de suite après l'opération. Within 24 hours, we give one shot of chemotherapy in the bladder. Si c'est intermédiaire entre bas et haut risque, chimiothérapie pendant la chirurgie ou tout de suite après la chirurgie, et parfois, on va faire d'autres BCG ou chimiothérapie après. Si c'est des patients à haut risque de progression et de récidive, c'est le BCG qui va être le meilleur traitement. D'habitude, on donne les traitements une fois par semaine pour 6 semaines, et parfois, on va faire de la maintenance. Ça veut dire continuer le traitement jusqu'à 3 ans, dépendant des situations. Pourquoi on donne la chimiothérapie tout de suite après l'opération? Quand on vient de resséquer, vous voyez là, c'est un couteau électrique. There are cells floating around. And we just cut into the bladder. Ils peuvent revenir s'implanter. Alors, on donne la chimiothérapie pour empêcher à ce qu'ils s'implantent tout de suite après l'opération. Et ça peut tuer des cellules qui flottent dans la vessie. Le BCG, comme j'ai déjà mentionné, c'est le même BCG qu'on utilisait pour vacciner contre la tuberculose. On le donne 6 fois. Et parfois, on va donner de la maintenance pour des patients qui sont à plus haut risque de récidive ou de progression. C'est votre propre système immunitaire qui aide le traitement de fonctionner pour réduire les chances de récidive et de progression. Prochaine diapo. Qu'est-ce qu'il y a en recherche actuellement? C'est sûr qu'il y a beaucoup de recherche qui se fait, pas assez, mais il y a beaucoup plus qui se fait maintenant qu'il s'en faisait il y a quelques années. On essaie d'améliorer nos cystoscopies parce que ça dépend de nos yeux. Et il y a des choses qu'on ne voit pas. Alors, je vais vous montrer quelques images de nouvelle génération de cystoscopies et Dr. Kassouf est un des leaders qui a fait des travaux là-dedans. Il y a aussi d'essayer de mieux pénétrer les médicaments dans la vessie quand on le donne pour éviter les récidives ou les progressions. Et ça, c'est un appareillage qui est encore à l'essai et qui est parfois utilisé dans certains centres au Canada. Et il y a des nouvelles thérapies. Je ne peux pas éterniser là-dessus. Il n'y a rien d'approuvé encore, mais il y a du travail sur des nouvelles thérapies. Alors, ça vous montre. À droite, vous voyez qu'est-ce qu'on voit avec nos yeux. Et on peut utiliser un genre de fluorescence, si vous voulez, pour essayer de mieux voir les tumeurs. Et vous voyez en bas le blanc. Ça a l'air pas mal normal comme vessie, mais quand on allume la lumière après y avoir donné une injection, on peut voir qu'il y a en réalité de la tumeur qu'on aurait manqué avec nos yeux. Et c'est ça qui pourrait augmenter les chances de vraiment traiter tout le cancer visible et parfois invisible. Et on espère que ces nouvelles technologies vont aider à éradiquer plus de tumeurs quand on les attrape tôt. Le MDA, c'est une technique où on va avec un Electromotive Drug Administration qui fait que les médicaments peuvent pénétrer plus en profondeur pour réduire les chances de récidive. Et ça, il y a des études très intéressantes qui ont déjà été publiées. Dr. Kassouf a fait partie. Et il y a d'autres choses à venir, mais ça commence à s'installer tranquillement au Canada. Ce n'est pas encore répandu, mais ça fait partie de l'avenir. Il y a plusieurs médicaments. Ici au Canada, il y a à Vancouver des études avec des médicaments qui attaquent le heat shock protein, qui est une protéine qu'on pense donne la résistance aux tumeurs. Et ils commencent à faire des essais pour utiliser ce genre de médicaments-là. Vous allez entendre parler de plusieurs nouveaux traitements qui sont à l'essai. Il y a d'autres qu'au CHUM, on est en train de mettre à l'épreuve. Mais pour l'instant, c'est encore le BCG, mitomycine et pyrubicine qui sont les traitements les plus utilisés et qui sont très bons. Mais on veut toujours faire mieux que ce qu'on fait actuellement. Alors, en résumé, la cigarette est encore le facteur de risque numéro 1. Si les gens arrêtaient de fumer, il y aurait beaucoup moins de cancer du poumon et encore beaucoup moins de cancer de la vessie. C'est une tumeur qui est très fréquente, beaucoup plus fréquent que la plupart des Canadiens réalisent. Le traitement initial se fait toujours par cystoscopie, par résection, par l'urètre, sans coupure. Et après ça, on décide si c'est nécessaire d'aller vers une cystectomie. Et Dr. Kassouf va vous parler de ça. Il y a d'autres traitements qui peuvent être donnés pour réduire les chances de récidive
ou de progresser. Et il y a beaucoup de nouveaux traitements en expérimentation actuellement. Et on espère, dans les prochaines années, il va y avoir de quoi offrir. Et ce que je dis à mes patients, what I tell my patients is that we have to get along because it's a lifetime contract. And so you have to learn to either love or at least like your urologist because you're going to be stuck with them for a long time. Thank you very much.